Découverte de la police, c'est au Touquet, dans une villa isolée, que l'ancien Premier ministre belge, M. Paul Van den Boynant, a été séquestré pendant un mois avant sa libération. Syndicat grande surface, la bataille du dimanche, c'est un très bon jour pour les entreprises et les clients, un jour férié pour les syndicats. Changer de sexe, c'est possible en Suisse, mais les assurances ne vous remboursent qu'une partie de l'opération, celle qui vous permet de ne plus être un homme, mais devenir une femme reste à la charge du volontaire. Enquête dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce dimanche soir, c'est d'abord un élément nouveau et très important dans l'affaire de l'enlèvement de l'ancien Premier ministre belge, Monsieur Paul Van den Boynant, libéré au début de la semaine dernière. En effet, les enquêteurs français et belges ont localisé la planque où M. Van den Boynant avait été séquestré pendant un mois. Une villa isolée dans la station balnéaire du Touquet, dans le Pas-de-Calais, où les policiers ont retrouvé des armes, les papiers d'identité et les médicaments appartenant à l'ancien Premier ministre. Enquête de nos envoyés spéciaux, Anne Gainsburger, Christian Leroux. C'est donc derrière ces volets clos que Paul Van den Boynant a passé 30 jours dans l'obscurité, séquestré dans une villa tranquille au cœur de la forêt, 2 chambres dont l'une était occupée par VDB et une pièce dont les voisins affirment que la télévision était allumée presque jour et nuit. Des voisins étonnés qui n'ont pourtant jamais imaginé que les occupants de la villa puissent retenir un otage. Pour moi, si vous voulez, ils avaient 35 ans, ils étaient à 3 et il y en avait un qui avait un type basané. Donc ils se déplaçaient tous les matins pour aller chercher le journal, le Figaro. Tous les 3? Non, 2 seulement. Il y en a un qui restait. 3 hommes discrets et pourtant c'est un couple qui le 5 décembre dernier s'est adressé à l'agence immobilière en quête d'une villa à louer de janvier à juin. Prétendant travailler à Bruxelles, ils viendraient au Touquet le week-end. Seule exigence, que leur pied-à-terre soit en forêt. Comment se sont-ils présentés? Ils vous ont présenté une carte d'identité. De quelle nationalité était-il? C'était une carte d'identité française, donc au nom de M. Perrault. C'était des gens qui vous semblaient au-dessus de tout soupçon, je dirais? Oui, là, aucun problème. Donc ils ressemblaient à des personnes classiques. M. Perrault m'a téléphoné jeudi soir, donc en me disant qu'il serait absent pour une semaine et qu'il me demandait de baisser le chauffage. Des locataires prévoyants, mais peut-être pas assez méfiants. Un chauffeur de taxi du Touquet qui souhaite rester anonyme nous a affirmé ce matin que par 3 fois, il avait été appelé ici, à la Brèche, avenue de Longchamp, 3 fois entre le 18 janvier et le 2 février. Lors de ses courses, il a pu distinguer un homme barbu, sans doute VDB, et puis un autre de type méditerranéen. Signalement confirmé par un autre témoignage, celui d'un électricien qui affirme, lui, avoir été appelé par les occupants de la villa parce que ceux-ci souhaitaient capter la télévision belge. Les indices retrouvés dans la villa semblent ce soir privilégier la piste de ravisseurs franco-belges. Quelques jours après l'arrestation d'un suspect à Metz, les enquêteurs recherchent toujours Patrick Hammers, chef des tueurs fous du Brabant, car dans l'une de ses voitures ont été retrouvées des plaques d'immatriculation correspondantes à celles de l'épouse de VDB. Une actualité qui ne peut être que du dimanche, puisqu'il s'agit d'un vieux conflit sur l'ouverture des grandes surfaces. Le 7e jour. Syndicats et direction des entreprises qui désirent ouvrir ce jour férié s'affrontent depuis plusieurs années en France. Dernier événement en date, hier, la justice a interdit à un grand magasin de meubles de la banlieue parisienne l'ouverture le dimanche. La direction de la société s'interroge, va-t-elle passer outre? Si elle le fait, elle paiera une amende hebdomadaire de 300 000 francs, mais il faut savoir que son chiffre d'affaires, un dimanche moyen, est d'environ 3 millions de francs. Reportage de Maryse Manot et Franck Brisset. À partir de dimanche prochain, ce geste coûtera 300 000 francs au magasin Ikea. Et cette somme ira tout droit dans les caisses de la CGT de l'Essonne. Opposée au travail le dimanche, c'est elle qui a assigné le magasin à justice il y a près d'1 an. Une bonne affaire, à la fois syndicale et financière, pour la CGT. Le but n'est pas d'avoir plus d'argent, moins d'argent. Le but est de faire fermer ces magasins qui ouvrent abusivement au mépris de toutes les lois. Dans cette affaire, la CGT semble vouloir faire le bonheur des salariés malgré eux. L'heure de travail étant payée double, beaucoup de jeunes veulent travailler le dimanche et ils sont soutenus par la clientèle.
tout le monde est content. Le personnel, à mon avis, même les gens qui travaillent en 38 heures, ça les arrange. Les étudiants comme moi, on est enchantés de travailler dimanche. Je crois que les gens aussi qui n'ont rien d'autre à faire, ben, ils sont contents. Mais écoutez, je trouve ça inadmissible. Il y a des magasins qui sont ouverts le dimanche et je ne vois pas pourquoi Ikea serait obligé de fermer et puis payer une amende. C'est vrai, la CGT n'a attaqué que 2 magasins en justice et la préfecture de l'Essonne ferme les yeux sur la pratique d'autres magasins qui ne se privent pas d'employer des SIVP à bon compte le dimanche. Le jugement du tribunal d'Évry met le doigt sur cette faille. Chez Ikea, on souhaite que le législateur tranche de la même manière pour tous avant de fermer ses magasins le dimanche. Du nouveau dans l'affaire du livre sur les versets sataniques du Coran qui ont valu à son auteur d'origine indienne et résidente à Londres une condamnation à mort de la part de l'imam Khomeini, sanction qui n'est toujours pas levée malgré les excuses de l'écrivain. Les gouvernements européens doivent se réunir demain pour prendre position, mais dès ce soir sur Antenne 2, le ministre de la Culture, M. Jack Lang, prend pour la première fois une position sans détour à l'égard de ce qu'il considère comme un véritable diktat de l'Iran. Entretien accordé à Jacques Violet. On croit rêver. Un chef d'État d'un pays qui menace de couper la tête ou d'assassiner un écrivain d'un pays libre. Déjà, le terrorisme à l'intérieur des frontières de l'Iran n'est pas acceptable. Je veux dire, les atteintes continuent aux droits de l'homme et Roland Dumas s'en est expliqué lui-même en Iran lorsqu'il s'y est rendu. Mais en plus, entendre un chef d'État brandir la menace de l'assassinat contre des hommes libres de pays libres, c'est évidemment inacceptable. Nous devons nous élever contre le diktat d'un État terroriste qui entend utiliser la violence pour réprimer la liberté, non seulement chez lui, mais chez les autres. Un livre, c'est une œuvre de l'esprit. Il faut en assurer la publication. Je répète, si demain tel éditeur français souhaite publier ce livre, eh bien la puissance publique garantira son droit et évitera qu'il ne soit menacé. L'État est là aussi en France pour préserver la paix civile, garantir la liberté d'expression et il faut que chacun sache ici qu'il n'a rien à craindre d'aucune menace, d'où qu'elle vienne. L'éditeur français qui possède les droits du livre a pour l'instant, vous le savez, décidé d'attendre. En revanche, en Italie, comme en Angleterre ou en Allemagne fédérale, ce livre est en vente. En Italie, l'éditeur, les libraires qui ont accepté de distribuer ce livre brûlant ont reçu la protection de la police. De Rome, notre correspondant Marcel Tria. Échec sur toute la ligne en Italie pour les amateurs d'autodafé. Bien qu'il refuse de nous recevoir, l'ambassadeur iranien semble s'être calmé quelque peu. Après avoir affirmé jeudi dernier qu'il était prêt à assassiner de sa main l'auteur des versets sataniques et avoir menacé de mort les responsables de Mondadori, éditeurs italiens du livre, Salman Ghaffari n'exprime plus aujourd'hui qu'un souhait, que le gouvernement italien veuille bien faire quelque chose pour empêcher la circulation du livre. Peine perdue. Les autorités italiennes se contentent pour l'instant de protéger la maison d'édition et les librairies Mondadori de Milan et de Rome où l'on s'est arraché en quelques heures samedi matin des milliers d'exemplaires du livre maudit. Qu'avez-vous demandé? Le livre par excellence, bien sûr, mais il n'y en a plus. Non, il est déjà épuisé. Pourquoi voulez-vous l'acheter? Par curiosité, sans cette histoire, je n'aurais même jamais su qu'il existait. Je crois que c'est un devoir pour chaque citoyen libre de montrer que nous ne nous inclinons devant aucun pays étranger. En somme, en Italie, les menaces de l'imam Khomeini ont été d'une redoutable efficacité. Elles ont fourni gratuitement aux livres de Salman Rushdie et aux éditions Mondadori la plus fantastique campagne de publicité. Sans doute, dans ce pays où se sont déchaînés toutes sortes de fanatismes, n'a-t-on pas oublié ces quelques phrases d'un grand artiste, souvent menacé lui aussi par la censure. Mais la liberté est plus forte. Même pour pas longtemps, elle veut qu'on la vive. C'est une valeur qui détruit toute autre valeur, car toute autre valeur n'est qu'une barrière dressée contre elle. Il s'appelait Pier Paolo Pasolini. Il a été assassiné il y a tout juste 14 ans. À l'étranger encore, les autorités de Kaboul accusent la France de vouloir permettre l'installation d'un gouvernement fondamentaliste, c'est-à-dire islamiste et religieux en Afghanistan. Le pouvoir officiel
fait référence à une déclaration du ministre des Affaires étrangères français, M. Roland Dumas, qui avait parlé du gouvernement actuel ayant perdu sa légitimité. Sur place, à Kaboul, le régime pro-soviétique renforce chaque jour l'ensemble des mesures de sécurité pour se défendre contre l'encerclement des différents mouvements de résistance. À Kaboul, nos envoyés spéciaux, Jérôme Bonny, Jean-François Hoffmann. Qui écrit l'histoire afghane aujourd'hui? Qui reprend la plume après le départ des troupes soviétiques? Le gouvernement du président Najibullah, proclamant l'état d'urgence, il met au placard des libertés fondamentales qui n'en étaient pas sorties depuis des années. Droit de réunion, inviolabilité du domicile, secret de la correspondance, etc. La presse internationale, réunie dans l'hôtel Intercontinental pour raconter au monde le feuilleton d'une hypothétique fin de règne. Gérard de Villiers, venu traquer les personnages de son prochain roman d'espionnage dans cette ville où la police secrète est partout. Le bazar de Kaboul, aussi animé qu'à l'accoutumée, où ce baba ne s'est même pas aperçu que l'état d'urgence était proclamé. Je n'ai ni radio, ni télé. S'excuse-t-il? Les Moudjahidines, embusqués à quelques kilomètres, dont la menace se fait plus précise avec la constitution d'un contre-gouvernement au Pakistan et surtout l'approche du dégel. En fait, en ce premier jour d'état d'urgence, l'histoire afghane continue en pointillé. Elle attend toujours. Poussé dans ses derniers retranchements, le gouvernement de Kaboul, lui, cultive le mythe du peuple en armes. Des mobilisations entières du peuple, de toutes les classes que vous voyez en Afghanistan. Et tout ce peuple veut prendre les armes contre les Moudjahidines? Oui. Ce matin, des volontaires se pressaient dans 5 autocars pour rejoindre l'armée. L'armée, déjà nombreuse, de cette ville garnison, a-t-elle vraiment besoin de ces nouvelles recrues? C'est plutôt à son moral qui est destinée cette pseudo-mobilisation générale, à redonner courage à ces soldats qui pourraient se sentir coupés de la population. En bref, à l'étranger encore, grève de 3 jours des Palestiniens des territoires occupés. Le Premier ministre israélien, M. Shamir, lui, vient cette semaine à Paris pour expliquer la politique israélienne dans ces territoires. Et puis aujourd'hui, à la télévision américaine, eh bien, le président de l'OLP, Yasser Arafat, affirme que des négociations indirectes avec Israël ont lieu en ce moment même pour tenter d'établir une trêve au sud Liban, propos démentis par M. Shamir. Pologne, le syndicat Solidarité accepte que les prochaines élections législatives, qui auront lieu en juin prochain, ne soient pas entièrement démocratiques, 60% des sièges étant réservés au Parti communiste. Lech Walesa et ses amis politiques demandent en revanche que les prochaines élections soient-elles entièrement libres, une politique des petits pas jugée préférable par Solidarité à un risque de crise ouverte avec le pouvoir du général Jaruzelski. L'actualité politique de ce dimanche en France, c'est essentiellement les prochaines élections municipales au mois de mars. Le secrétaire général du Parti communiste français, Georges Marchais, était ce soir l'invité du grand jury RTL Le Monde. Et pour lui, vous allez le voir, l'accord PS-PC n'est pas définitivement entériné. Monsieur Marchais. On a beaucoup avancé, je vous dis dans une 50aine de villes, mais il y a quelques points chauds et qui doivent être obligatoirement réglés sous peine de remettre en cause les accords qui ont été conclus. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, nous attendons toujours une décision définitive à Calais. On a appris ce soir que M. Thierry de Bosset, on parle toujours des municipales, ministre de l'ouverture du gouvernement Rocard, renonçait à être le candidat de l'ouverture face au candidat socialiste à Aix-en-Provence. Et parmi les quelques centaines de duels qui auront lieu au premier tour entre le Parti communiste et le Parti socialiste dans les villes de plus de 20 000 habitants en France, Amiens. M. Lamps, communiste, est maire depuis 18 ans à Amiens. Il se représente face à un socialiste, ce qui donne une chance aux candidats de l'opposition unie. Il faut savoir qu'Amiens est, avec Le Havre, l'une des 2 dernières municipalités de plus de 100 000 habitants dirigées par le PC en France. Henri Elie, Jean Cornu. Serge Delinière, figure de proue du navire socialiste en pleine campagne sur les canaux des Ortillonnages. Il est vrai que le 12 mars, même les voix des maraîchers compteront pour cet universitaire qui considère que l'accord de 83 d'Union de la gauche est aujourd'hui bien caduc. Localement, nous pensons que le fait majeur, c'est l'évolution du PS depuis 83. Ce fait n'a pas été reconnu par les partenaires, d'où des accords, dont acte.
Porte-à-porte timide pour le plus connu des Amiénois, René Lamps, leur maire communiste. Pourtant peu enclin cette année à se représenter. Aussi à Paris, les dirigeants du PC ont-ils insisté pour qu'il garde la place. Sûr de son aura, il a accepté. Seul regret, n'avoir pu s'allier avec le PS. Le Parti socialiste a pris ici, et depuis longue date, la responsabilité de la rupture en fait entre nos deux listes. Il y a longtemps que le Parti socialiste a annoncé qu'il aurait une liste aux élections municipales. Vous me reconnaissez ? Il n'a certes pas l'image mythique d'un René Lamps, mais le député Gilles de Robien, candidat PR, a deux atouts en poche. Une liste unique de l'opposition, formée dès la mi-décembre avec ses amis du CDS, et la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts de sa ville. Les grands discours sont inutiles. Amiens est en retard de 15 ans. On le voit bien au niveau de la propreté de la ville, on le voit au niveau de la sécurité, on le voit au niveau de l'urbanisme. Amiens a besoin d'être dynamisé parce qu'aujourd'hui, le tissu économique d'Amiens s'étiole et par conséquent, les jeunes sont un peu désespérés de ne pas trouver ici une source d'emploi. Ville de grand chômage, cité en pleine mutation industrielle où la rénovation de quartiers anciens devient l'une des fiertés de ses habitants, Amiens balbutie, se cherche, hésite enfin entre le divorce et de nouvelles épousailles. En tout cas, bien difficile aujourd'hui de donner gagnant le challenger socialiste, tant la popularité du maire actuel dépasse les strictes frontières de l'électorat communiste. Quant au candidat UDF-RPR, il peut toujours au soir du 12 ou du 19 mars créer la surprise profitant des querelles PCPS. Social à la veille de la 3e semaine de grève dans les établissements pénitentiaires français, le directeur de l'administration pénitentiaire, M. Dintillac, déclare que les négociations entre les gardiens et lui ne sont plus de mise. Reste peut-être, dit-il, des explications à donner aux représentants syndicaux sur les concessions déjà faites par le ministère de la Justice. Visiblement, le gouvernement mise sur l'effritement du mouvement en cours. En réponse, M. Jacques Vialat, patron du syndicat Force ouvrière des gardiens, qui est majoritaire, promet d'aborder cette 3e semaine de contestation avec une nouvelle tactique qu'il garde pour l'instant secrète. Vous allez découvrir maintenant les premières images qui nous soient parvenues d'un cargo norvégien, le Valdès, qui a coulé au large des côtes bretonnes du Finistère. Il est passé le long des côtes de l'île de Sein et puis ensuite il continue de dériver. Peu de risque de pollution, disent les autorités. C'est peut-être une erreur de navigation qui est à l'origine de ce problème survenu à ce cargo norvégien. De nouveaux incendies de forêt se sont déclarés dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui, près des communes de Saint-Auban et de Valberg. 50 hectares détruits qui s'ajoutent aux 200 qui avaient brûlé la semaine dernière autour de Saint-Martin-Vésubie. Là, pour ce qui concerne Saint-Martin-Vésubie, la justice a établi que le feu avait été volontairement allumé par un agriculteur qui convoitait un terrain. L'incendiaire a été inculpé hier. Nos envoyés spéciaux Agnès Poirier, Jean-François Georgetti ont mené l'enquête. Assise face à la vallée, c'est la place habituelle de Simone Pinault. C'est là qu'elle a vu dimanche dernier le feu démarrer. Ah, j'ai vu une gerbe de feu et j'ai vu où j'ai dit il y a le feu. Je suis allée vite appeler le 18 et peut-être, je sais pas moi, 4 minutes après, la sirène a sonné. Avec le témoignage de Simone Pinault, l'enquête des gendarmes démarre. Sûr et certain, le feu est parti de cette grange. On retrouve même une bouteille de gaz. Le terrain appartient à une vieille dame qui vient de signer un compromis de vente avec Maurice Verdaigle, un agriculteur. Il ne s'en cache pas, il juge le prix trop élevé. Interrogé pendant 48 heures par les gendarmes, Maurice Verdaigle est finalement inculpé d'incendie volontaire. Le village de Saint-Martin-Vésubie ne comprend pas. Ici dans la vallée, on ne parle pas facilement, mais quand même. Maurice Verdaigle, tout le monde connaît. On le jalouse même un peu. Il possède une société de plomberie à Nice, un bar à Saint-Martin-Vésubie et beaucoup de terrain pour faire paître ses bêtes. Autour de sa ferme, tout est à lui, sauf justement la petite parcelle où le feu a pris. C'est un bourreau de travail. Il pense surtout au travail. Hein. On le voyait partir le matin, aller soigner ses bêtes, revenir le soir. Je ne pensais pas qu'il soit capable de mettre le feu, lui, puisqu'il connaît bien le terrain. Hein. Il sait bien qu'en ce moment, on ne peut pas mettre le feu. C'est un gros travailleur, un type très courageux. Absolument. Et ça fait suer parce qu'une connerie d'un jour, ça fout en l'air une vie pour tout le monde. La maladresse, c'est ce qu'invoque Maurice Verdaigle. Il aurait, dit-il, brûlé des broussailles, mis des cendres dans une poubelle et le feu serait parti de là. Pour les gendarmes, il voulait faire baisser les prix. Sa société à Nice battait de l'aile, endetté, il avait dû vendre beaucoup de bêtes, mais il voulait toujours plus, il voulait la montagne pour lui, même au prix d'un feu de forêt.
Imprudence ou crime, l'incendie s'est propagé et a tué 2 pompiers. Et Maurice Verdaigle est aujourd'hui en prison. Si vous nous regardez régulièrement, vous savez que nous aimons ici suivre les affaires justement lorsqu'elles ne sont plus les affaires, lorsqu'elles ne sont plus à la une de l'actualité. C'est le cas ce soir avec notre reportage sur la cité HLM des 4000 à La Courneuve, dans la banlieue parisienne. De triste mémoire et qui avait fait beaucoup parler d'elle en mal dans les années 82-83. Il y a 3 ans, une partie des immeubles vétustes a été démolie. À la place, aujourd'hui, on a, je dirais, cessé d'entasser les habitants pour les loger. Enquête de Jean Pézieux et Claude Barnier. 18 février 86, 13h07. Une barre de 400 logements tombe, la plus importante destruction d'HLM alors en France. À la place de la barre, aujourd'hui, un espace vert. On a aussi construit, le long d'une nouvelle rue, 100 logements HLM, de petits immeubles sur 3 niveaux et quelques maisons du côté des pavillons de banlieue. Le RER, qui met Paris à 10 minutes, un avantage qu'apprécie Marie-Michel, son mari et ses enfants, tout comme celui d'avoir eu un logement dans le nouveau quartier. Loyer 3 000 francs par mois pour un 4 pièces. C'est propre, c'est neuf. C'est plus cher aussi. Mais autrement, on est bien à La Courneuve. Il faudrait peu de choses à vous entendre pour que ça change. Qu'il y ait un peu plus de... Je sais pas, mais enfin que quelqu'un prenne en main les responsabilités, enfin pour les voyous qui traînent, qui cassent et qui brisent tout sous prétexte de vandalisme. Et si on faisait tomber encore des barres ou des tours, vous seriez pour ? Ce serait possible. Bah oui. Si ce serait possible, oui. Faire des petits bâtiments genre ici, des pas plus haut de 3-4 étages, ça serait parfait. Déjà, les gens pourront se connaître entre eux, entre locataires. Et puis, je pense que ça devrait y aller. L'aménagement du quartier comprend une autre tranche de 250 HLM entre les nouveaux immeubles et les anciens, si les finances suivent. Car il faut encore payer les conséquences de la destruction ainsi que la réhabilitation du grand ensemble, quelques 160 000 francs par logement. Ils sont chers parce que actuellement les conditions de financement font en définitive que les logements HLM sont chers, mais ils ne sont pas plus chers là qu'ailleurs. Une ville frappée par le chômage, 2000 locataires sur 5000 qui ne peuvent payer leur loyer, des centaines de logements dégradés, la charge est lourde pour la commune. 3 ans après, La Courneuve affiche son espoir, mais l'heure est au réalisme. On sait qu'il faut du temps, beaucoup de temps, pour refaire une ville. Notre dossier ce soir est consacré à un problème de société difficile à aborder. Récemment éclatait en Suisse une affaire mettant en cause un homme qui avait désiré changer de sexe pour des raisons d'équilibre moral et psychique à la fois. Et la justice qui a donné raison à une caisse d'assurance maladie qui n'acceptait de lui rembourser qu'une partie de l'opération, celle qui faisait de lui qu'il n'était plus un homme, mais en revanche refusait de prendre en charge la deuxième phase qui allait faire de lui une femme. Reportage de Pascal Deschamps et Marcel Martin. Dans quelques heures, ce patient aura changé de sexe. Le professeur Meyer aura fait de lui ce qu'il a toujours voulu être, ce qu'il a toujours été dans sa tête, une femme. Déjà quand j'étais adolescent, je me sentais femme. Je n'ai jamais changé depuis. Ça fait 5 ans que j'attends cette opération avec impatience. Et pour moi, c'est la seule solution. Cette opération, que peu de télévisions au monde ont pu filmer, durera près de 5 heures. 5 heures pour supprimer les organes génitaux masculins et reconstituer un sexe de femme. La technique très sophistiquée de Rodolphe Meyer a été imitée dans le monde entier. C'était ce jour-là sa 100e opération. Alors comment vous sentez-vous ce matin? Je me sens très bien. Je suis très heureuse d'être vraiment une femme. Vous êtes enfin vous-même? Oui, oh oui. Tous ces patients passent avant nous par le psychiatre, par l'endocrinologue. C'est eux qui doivent évaluer s'il y a la voie de retour ou si on doit continuer dans le traitement dans le sens du changement de sexe. Opérée il y a près de 2 ans, Françoise se bat depuis pour obtenir le remboursement de toute l'opération par sa caisse d'assurance maladie.
Ce sera la dernière étape d'un difficile combat mené depuis toujours contre les autres, mais aussi contre soi-même. J'ai fait du sport, j'ai fait beaucoup de choses, la compétition, j'ai même fait l'haltérophilie pour m'affirmer en homme, puisque je devais être un homme. Et je me suis marié, j'ai eu des enfants. À un certain moment, j'ai pensé que j'étais guéri, que ça allait vraiment disparaître. Ces idées que je croyais être des idées. Et au bout de quelques temps, j'ai dû me rendre à l'évidence que ce qui est ancré en vous depuis la naissance, peut-être même avant la naissance, ça ne disparaît pas comme ça. Alors comme il faut bien vivre, j'ai pris une décision, une grave décision. Françoise a trouvé son équilibre, même si, elle le sait, elle ne sera jamais considérée comme une vraie femme. Fini les dépressions, les tentatives de suicide, sa réinsertion se passe bien. Raison de plus pour ne pas accepter le jugement du tribunal fédéral des assurances. Pour lui, l'opération peut être le seul traitement possible, mais seule la suppression du sexe doit être remboursée, pas la reconstruction. Pour les psychiatres, c'est un jugement absurde. C'est-à-dire que l'opération qui se fait maintenant en un temps, c'est-à-dire ablation du sexe et reconstruction de l'autre sexe, permet d'acquérir une réalité à la fois anatomique et fonctionnelle complète. Donc ça n'a pas de sens de faire les choses à moitié. La caisse d'assurance maladie se retranche pour l'instant derrière ce jugement, même si, elle le reconnaît, il lui pose quelques problèmes. Pour nous, le problème est délicat parce que nous avons une facture globale dans le cas de notre assuré et nous n'arriverons pas à distinguer dans cette facture quels sont les frais qui sont relatifs à l'ablation de l'ancien sexe et quels sont les frais qui sont relatifs à la reconstruction du nouveau sexe. Françoise ira jusqu'au bout pour obtenir un nouveau jugement et pour qu'enfin son changement de sexe ne soit plus considéré comme un caprice. Je souhaite à personne de passer par où passent les gens comme moi. Il faudrait quand même que les gens sachent que ce n'est pas du tout un caprice. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Avant, pendant et après. Mais compensé par le fait d'être véritablement soi-même. La rubrique sportive, pour terminer, même s'il y avait un certain nombre et même un bon nombre d'absents de marque au championnat d'Europe d'athlétisme en salle à La Haye, en Hollande, deux belles performances françaises cet après-midi. Gilles Cauzanet. Il y a un an exactement, Marie-Josée Pérec était totalement inconnue des spécialistes d'athlétisme. Et puis en août dernier, au championnat de France à Tours, elle fit exploser le vieux record de France du 400 mètres de Colette Besson. Une performance qu'elle ne confirma pas à Séoul, où elle ne put assumer le nouveau rôle de vedette qu'on lui faisait porter. Et c'est ici, à La Haye, au couloir numéro 5, qu'elle remporte son premier grand titre international sur 200 mètres, en toute facilité. Quant à Hervé Philippot, à 40 mètres de l'arrivée, il n'est encore que 5e, mais bien calé à la corde, il va user de toute sa puissance pour doubler tous ses adversaires et remporter une surprenante médaille d'or. Un coup d'éclat qui traduit bien le résultat d'ensemble de l'équipe de France, dont on craignait qu'à La Haye, elle ne fasse pas mieux qu'à Budapest en 88, c'est-à-dire aucune médaille. Ce soir, il y en a 7, c'est presque inespéré. Nous terminerons par un autre authentique exploit, digne d'entrer dans le livre des records. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été tenté, pour fêter le centenaire des chemins de fer néerlandais. La SNCF locale a fait rouler aujourd'hui un train mesurant exactement 1 km 601 mètres, composé de 60 wagons. Le précédent record avait été établi en Afrique du Sud avec 42 wagons. Regardons ensemble passer le train, ça dure exactement 43 secondes. Voilà, et après le cheval d'acier, les chevaux tout court, le résultat du tiercé et du quarté qui se couraient cet après-midi à Vincennes. Pour gagner, il fallait jouer
le 11, le 7 et le 14, et ça rapporte 470 francs. C'est pas cher payé, les favoris étaient à l'arrivée. Pour ce qui concerne le quartet, vous ajoutez le 9 et vous gagnez un tout petit peu plus, 2419 francs et 20 centimes. Voilà. Tout de suite après, bien sûr, la fin de ce journal, les prévisions météo avec Laurent Cabrol. Aux alentours de 23h20, vous retrouverez pour les dernières informations Philippe Gassot. Et puis demain matin, Télématin, dès 6h30, avec à 7h45, les 4 vérités. Jean-Louis de Seine reçoit M. Jean Tibéry pour parler du logement à Paris. Et puis demain, bien entendu, le 13h, antenne de midi, avec William Lémergie et le retour de Patricia Charnelet. Et puis demain soir, vous retrouverez ici même Hervé Claude. Quant à moi, je vous retrouverai samedi prochain. Bonsoir, bonne soirée, excellente semaine, à samedi prochain.